c'est-à-dire consonantique, ils l'ont transformé en OU, et ils ont appelé le fleuve Koura. Plus simple. C'est bien plus beau de dire ça, non? On va le voir tout de suite. Alors, Paris, là, c'est le fleuve qui est à gauche. Là. Et voilà, alors la cathédrale du patriarche, qui est au plein milieu de l'image, eh bien, c'est Svetitz Roveli, colonne vivante. À cause de ce récit, c'est plus la même église, mais on a fait des fouilles, on ne verra pas grand-chose là, mais on voit des choses quand même de l'ancienne église. Alors, l'église actuelle est du XIe siècle. Voilà. Donc, alors, ici, ce qui vient... La ville s'appelle comment, vous le dites? Le nom de la ville? Alors, la ville s'appelle simplement Sreta. Sreta. Mais encore un cas, on a 3 consonnes qui commencent. Alors, on écrit M, T, S, parce que c'est une lettre double. S, et R, le guttural, la jota de l'espagnol, Sreta. MTCR. Voilà, Sreta. Et le fleuve alors qui descend, c'est celui qui descend du Grand Caucase, alors lui, et qui le Twari le rejoint ici. Alors, la première, vous voyez une église sur la gauche? Actuellement, elle s'appelle San Tavro, ça c'est trop facile. C'est une église tenue par des religieuses. Et dans la cour de l'église, il y a une toute petite église qui est à peu près de cette grandeur-là, peut-être un peu plus petite, et qui est une des toutes premières églises qui a été bâtie. C'était probablement le verger royal qui était là. Voilà la façade sud. Alors là, le coupole a été refaite parce que Tamerlan l'avait détruite. L'invasion mongole aurait été très sévère. Et je pense souvent que si on a si peu de manuscrits anciens en Géorgie, c'est que les Mongols détruisaient non seulement les monuments, tuaient les hommes, mais aussi détruisaient les manuscrits. Et il nous reste, je pense, en maximum 20 000 manuscrits géorgiens. Oui, quand même, ils ont beaucoup écrit. Mais bon, il faudrait un jour faire le travail d'avoir une proportion des manuscrits d'avant le XIVe siècle. Je pense que c'est vraiment une petite partie. Alors maintenant, heureusement, on va voir tout à l'heure peut-être là sur on entreprend de plus en plus avec une technologie qui a été initiée par les Grecs, qui s'appelle MUSIS, Multispectral Analysis, de photographier sans rien du tout, comme ça, à la lumière, des manuscrits anciens, qui ont été grattés puis réécrits, quelquefois 2 fois, on a parfois 3 écritures, des palimpsestes donc, de les photographier de l'infrarouge à l'ultraviolet, et suivant la composition de l'encre, et la façon dont ils ont été grattés ou lavés, on arrive parfois à des résultats très spectaculaires. Et il y a des grands programmes maintenant pour faire ça. Mais alors, ça vous mange des heures et des heures et des heures de travail et de déchiffrage, de photographier d'abord et de déchiffrer ensuite. Mais on peut récupérer comme ça de la littérature ancienne. La façade est. Alors là, on ne voit pas, mais tout en haut, il y a une équerre et une main. Et on pense que c'est la signature de l'architecte de ce monument du XIe siècle. Et il y a un grand écrivain de l'époque soviétique qui malheureusement était le père d'un fou, s'appelait Konstantin Gamsakhurdia,
son fils est devenu le premier président en 91, complètement ignoré, qui a écrit un roman qu'il a appelé La Dextre du Grand Maître, et dans lequel il imagine que le roi, étant tellement content de la réussite de cette cathédrale, que pour éviter que l'architecte en fasse une deuxième aussi belle, lui a fait couper la main. C'est une interprétation de ce symbole qui est sur le mur de la cathédrale. Alors, là, c'est la façade sud, et vous avez tout en haut, alors il y a le fleuve qui passe, et en haut, vous voyez une petite église qui est Juari. Juari, c'est la croix. C'est une église qui a été bâtie et qui a vu probablement passer la relique de la croix récupérée par Héraclius sur les Perses, et sur le chemin de retour à Jérusalem. Elle est à pic sur la rivière, un bâtiment du début du 7e siècle, absolument fantastique. On va revoir. Voilà. L'intérieur. Donc c'est l'une des deux plus grandes églises de la Géorgie, du territoire géorgien actuel, à part les églises que vous avez vues avant 2 heures, les grandes églises, mais qui malheureusement plus aucune ne sert au culte chrétien en Turquie. Alors elle a une histoire très compliquée, et vous voyez quand même un petit ray de lumière presque au milieu sur la droite. C'est un vitrage où il y a des lumières qui montrent le niveau ancien et les anciens piliers de la deuxième église en pierre. Donc qu'ils ont retrouvé, ils ont fait des fouilles il y a une 50aine d'années en dessous. C'est une église qui a une histoire architecturale assez compliquée. Tu avances. Bloc. Alors de l'autre côté, on aperçoit tout juste une petite rotonde derrière les piliers, là. Et bien c'est là qu'était conservée la tunique du Christ. Dans un petit bâtiment qui représente Anastasis, la coupole de Jérusalem, de l'église de la Résurrection. J'ai décidé d'être indiscipliné. La coupole, au XIe siècle, sur pendentif, c'est normal. Ah, voilà, il n'y a pas assez de lumière. Voilà cette petite chapelle à l'intérieur de la cathédrale où était la tunique du Christ, qui figure sur les armoiries des rois de Géorgie. On verra peut-être tout à l'heure si on arrive à avancer. Des fenêtres, c'est pas grave. Alors, vous voyez qu'à l'époque ancienne, il n'y avait pas d'iconostase vraiment au sens actuel. Il y avait la partie basse qui était faite de relief, c'était au fond un espèce de chancel. Donc, à peu près à cette hauteur-là, simplement. Et avec des reliefs où il y avait souvent les fêtes principales de l'année, par exemple, représentées.
Parce que, alors voilà Johari. Donc ça, c'est au fond, on aura toujours deux grands plans. Le grand plan basilical qu'on a en bas, à ce titre Roveri, colonne vivante, une grande salle rectangulaire. Et puis le plan en croix à bras égaux et à coupole centrale, qui va se développer beaucoup. On ne sait pas trop s'il vient en partie d'Iran, peut-être des temples du feu iraniens, en partie de ces espaces carrés pré-chrétiens que nous avons vus tout à l'heure. Et ici, évidemment, c'était Johari, mais dans la plupart des églises de Sfanetti, qui sont elles des toutes petites églises rectangulaires, à l'entrée du sanctuaire, il y a une grande croix, en général en métal repoussé, et avec un chapeau qui représente l'église qui protège la croix. C'est très intéressant. Et là, il y avait certainement, à l'intérieur de Johari, je ne sais pas si je vais vous montrer, voilà Johari, c'est un monument superbe, et quand on le voit d'en bas la première fois, mon Dieu, quelle émotion. Donc, tout début du 7e siècle. Alors là, c'est vu de l'intérieur des montagnes, au contraire. Bon, ça c'est une autre église. Voilà, ça c'est Johari. Donc là, on est dans un système plus archaïque que ce qu'on a vu tout à l'heure, les pendentifs. Vous voyez tout en bas au milieu, c'est pour raccorder une surface carrée avec une surface circulaire. Évidemment, il y avait un petit problème. Et on utilise, jusqu'au 7e siècle, ce système qu'on appelle des trompes, une espèce de coquille, un grand coquillage qui récupère de la surface rectiligne. Alors, on a deux reliefs, un petit relief sur un petit portail. Donc c'est le Christ est porté sur le bouclier, comme l'empereur. Il est porté au ciel par deux anges. Et puis on a la même scène avec la croix. Ça c'est le portail d'entrée de l'église. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, il y a eu une copie presque conforme de Johari. Alors, dans un cadre tout à fait différent, Johari est sur un apic, et ici, c'est une église qui s'appelle Ateni, qui est près de Gori, donc à 120 km à l'ouest de Tbilissi, dans une petite vallée, et qui a été extrêmement fréquentée au Moyen-Âge. Il y a énormément de graffitis en syriaque, en arabe, en géorgien, en arménien sur les façades. Et elle est avec une pierre un peu plus rose, au moins pour toute la partie basse. Elle est vraiment très très belle, très harmonieuse. Alors c'est le monument quasiment cubique, ça fait 20 mètres de long, 20 mètres de large, 20 mètres de haut. Alors elle avait, il n'y a plus de fresques, je ne sais pas s'il y en a eu dans le Johari, ici elles sont en très très bon état, il y a eu plusieurs ateliers successifs de fresques. Ça c'est évidemment une Vierge à l'enfant avec les anges de chaque côté. Alors là aussi on a une partition très très précise
Alors, voilà. De l'espace. En Géorgie, on peut avoir des scènes profanes sur les églises, mais à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Ici, on a une scène typiquement iranienne de chasse sur le mur extérieur, mur ouest. Et on a dans des églises fans, alors là par contre c'est un système qu'on trouve aussi sur les églises arméniennes de temps en temps, comme pierre votive, souvent pour demander une prière dans le futur, on offre un relief sculpté. Donc là, on a, si j'ai bonne mémoire, il y a l'ange qui apporte à Daniel dans la fosse au lion sa nourriture à droite, et à gauche c'est David qui tue le lion. Oui, là c'est un sujet biblique. Les fenêtres, la vigne bien sûr. Vous avez vu que le calendrier qui est en vente avec des reproductions d'œuvres d'art géorgiennes, c'est la Géorgie et la vigne, ou je ne sais plus, la vigne en tout cas. La croix et la vigne. On a évidemment partout ce symbole eucharistique très important. Alors elle est d'ailleurs celle-ci dans le calendrier, c'est une annonciation que j'aime énormément, parce qu'elle a des couleurs pastel, elle est très douce. C'est l'annonciation à Joseph, dont je lui dis, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Cool. Bon, c'est de l'art byzantin, mais il y a une liberté, quelque chose qui est vraiment tellement géorgien. Quand il y a des fenêtres comme ça, alors il continue évidemment la fresque à l'intérieur, tout est problème. Donc ils ont évidemment de tout temps travaillé le métal, mais aussi la pierre, toujours la croix à 4 bras égaux. C'est probablement un reste justement de chancel d'Athénie. Alors un tout autre paysage, on est tout près d'Athénie. Notre croix, oui, donc, qui est cool là. Et sur la gauche, il y a une grande cité rupestre, Oukistire, la citadelle du Seigneur, et qui a été taillée donc, à l'époque pré-chrétienne. Il y avait beaucoup de... Mais c'est pour vous montrer la variété des paysages. Et j'ai pas retrouvé, je l'ai vu en préparant, et puis j'ai pas pu remettre la main dessus pour la mettre dans les paniers. Une photo que j'aime beaucoup aussi, je pense très significative. En Karthétie, il y a un territoire qui est vraiment un territoire sur des kilomètres carrés monastique. Il y a eu des dizaines de monastères, certains des monastères internationaux avec des Grecs et des Arméniens. Et le paysage, c'est quoi? Et c'est exactement, ils se sont installés là parce qu'ils avaient vu ça au sud de Jéricho. C'est le paysage de la mer Morte et des moines. Alors on va parler quand même des moines. Voilà, alors par contre, là on est toujours au centre, ce qu'on appelle Shida-Kartli, la Géorgie de l'Est, mais centrale, celle qui a fait l'État, comme la France, c'est-à-dire l'île de France a fait l'État français, et l'unité de l'État français. Et ça, c'est la maison natale reconstituée de Cornélie Kekelidze. Ceux qui ont jeté jamais un œil sur l'histoire de la patrologie géorgienne savent que Kekelidze, c'est le patriarche des études, et c'est lui qui a produit le livre qui est toujours le manuel universitaire des études de littérature géorgienne ancienne, qui est complètement chrétienne.
qu'au XIIIe siècle, on n'a pas un texte qui soit profane. Et vous voyez comment ils font les haies avec du bois tressé. Alors ça, c'est le paysage du sud-ouest, cette région. Donc là, on est dans une région qui n'est plus alpine, qui est volcanique. On a montré. C'est un petit pays, c'est grand comme quoi, un peu plus grand que la Belgique, la Géorgie. Ça fait combien la Belgique? 300 000 km²? Mais extrêmement divers, puisque ici on a le climat subtropical, on a le thé, les oranges. 100 km plus haut, on est en haut de Swanetti, où on a 1,70 m de neige pendant des mois et des mois. Ici on a tous les arbres fruitiers, ici on a la vigne, toute cette région. Donc c'est très riche, très varié. Ah ben là c'est encore ici, et là on voit justement le confluent, je vous ai expliqué tout à l'heure, cette forteresse. Alors là on est dans la région près de la Turquie, ici. Et voilà l'un des 4 portraits qui nous restent de l'apogée de la royauté géorgienne. La reine Tamar à gauche et son père, David le constructeur. Dans une église rupestre, il y a une immense ville rupestre qui pouvait accueillir 15 000 personnes, imaginez, sur 6 strates, et il y a aussi une église. Alors regardez bien, parce que malheureusement, cette église a été rendue au culte après 1991, et récemment, il y a des bougies qui sont tombées sur les tapis, qui ont brûlé, et les fresques ont été extrêmement endommagées. Voilà une petite partie de cette montagne creusée. Alors malheureusement, ça se délite, c'est du calcaire, et il y a des parties qui tombent, mais c'est quand même un endroit tout à fait extraordinaire. Várzea. Facile. Várzea. RDZ. Várzea. Déjà. Voilà, c'est maintenant des diapos historiques. Si on tape Google Várzea, on trouve. Si on tape sur Google Várzea, on trouve. Ah oui, sûrement. Alors voilà, un contraste, le bord de la mer Noire, c'est pas tout. Comme vous savez, c'est une mer qui n'est pas très hospitalière, les tempêtes sont terribles, les ports sont très mauvais, il y a des rochers partout. Donc ça s'appelle en grec le pont euxin, c'est-à-dire la mer hospitalière par antiphrase. Alors là, on est en Kakheti, tout à fait à l'est. Un petit groupe d'églises du 6e siècle, 6e, 7e siècle, il y en a 3. Donc une, le petit plan basilical, avec simplement 2 bas-côtés quand même, et puis 2 autres, un plan central. La croix, un plan central. Alors en Kakheti, il n'y a pas la pierre qu'on a à l'ouest, donc c'est fait avec des morceaux qui sont moins beaux, c'est pas... quelquefois avec de la brique. Mais c'est un très bel endroit dans une clairière. Chouamta. Facile. Chouamta, ça veut dire... Mta, c'est la montagne. Et Choua, c'est au milieu de la montagne.
Alors, quand même, on ne peut pas parler de Créti sans parler d'Iralto. Donc, vous voyez, là aussi, ce n'est pas de la belle pierre, donc ils font un enduit. Pourquoi Iralto? Parce que la tradition nous dit que c'est là que M. Shota Rustavelli a étudié. Qui est M. Shota Rustavelli? C'est l'auteur du plus grand poème médiéval géorgien, qui s'appelle Le Chevalier à la peau de tigre, qui est formé de 1680 de vers de 16 pieds, un morceau assez colossal, qui est devenu un miroir de la société. On ne sait pas trop comment tout d'un coup une œuvre se trouve vraiment reflétée. Et encore, si vous êtes ramadan un jour, c'est très bien dans votre toast de citer un vers de ça fait bien. Le chevalier est de l'eau. Le chevalier à la peau de tigre. Ou à la peau de léopard, ça dépend des traductions. Webristraußen. Alors il y a un très très beau vers que j'aime bien, qui montre bien vraiment la culture caucasienne, pas seulement géorgienne. Rasasa missens Shenia. Rasatsara Akabuja. Ce que tu donnes, tu le possèdes. Ce que tu retiens ne t'appartient plus. Il faut être généreux. On donne, bien sûr, on attend le contre-don. Il faut faire très attention. Mais voilà, mais c'est Alors là, on repart au contraire en Imereti, donc ici. Et c'est le grand ensemble qui a été bâti après la reconquête sur les Arabes. Il s'appelle Gelati. Alors ça, c'est archi facile. Même à peine géorgien. C'est presque basque. Gelati, avec 3 grandes églises. Et c'est là que le roi David est enterré aussi, avec un verset de psaume sur sa tombe. Un endroit très beau aussi. Et toutes les... Alors il y a des... Ils ont fait donc travailler des Grecs pour la mosaïque. Et puis il y a des fresques partout. Un peu trop tôt dans la journée, la lumière. C'est le roi David le constructeur, donc à gauche. Et le patriarche au milieu, à l'époque. Bon. J'ai dit que j'allais parler Les moines. des moines. Ah. Donc la conversion s'est faite par une dame qui venait Cappadoce. La tradition géorgienne qui veut tout relier nous dit qu'elle était parente du patriarche de Jérusalem, qui est complètement anachronique évidemment, mais qui marque une chose très importante, c'est que comme les Arméniens, les Géorgiens ont vite compris que les Grecs ne toléraient pas beaucoup les barbares, qu'ils avaient donc des intentions assez colonialistes, et donc c'était beaucoup plus intéressant de se rattacher à Jérusalem qu'à Constantinople. Si bien que les Géorgiens ont traduit, dès le 5e siècle, la liturgie de Jérusalem, c'est-à-dire la liturgie de Saint-Jacques, pour la fois, le lectionnaire, et un peu plus tard, l'hymnaire, quand ça existait.
développé. Et ce sont les seuls qui nous ont conservé l'hymnaire palestinien, qui est perdu en grec, parce que quand les Arabes sont devenus assez pénibles pour les chrétiens en Palestine, le centre de composition liturgique est resté uniquement à Constantinople. Alors, les Géorgiens n'ont pas fait la même chose que les Arméniens. Les Arméniens, alors d'abord,